Ce neuroscientifique français a réalisé l'impossible. Faire remarcher des rats paralysés. Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue. Aujourd'hui, la science rejoint la fiction. Un nouvel homme est en train de naître, l'humain 3.0. Une nouvelle ère se profile où l'on ne pourra pas faire la différence entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Réparer l'homme, c'est plonger comme jamais on ne l'a fait au plus profond de son corps. Ses organes, ses neurones, son cerveau. Il sera possible d'utiliser cette technologie dans le cerveau pour améliorer nos fonctions cognitives. En un mot, nous rendre plus intelligents. Toujours plus loin, jusqu'au cœur de la machine. Les nouvelles technologies s'attaquent à l'ultime frontière, modifier l'humain jusque dans ses gènes. Nous sommes capables aujourd'hui de changer n'importe quel gène. Et ces changements se transmettront de génération en génération. Ces progrès vertigineux questionnent l'avenir de l'humanité. L'humain 3.0 sera-t-il toujours humain ? Depuis 10 ans, Silke n'a qu'un rêve, remarcher un jour. Cette ancienne acrobate a perdu l'usage de ses jambes après un grave accident de trapèze. Salut. Ciao. Tu vas bien? Ouais, ça va. Salut J. Nous sommes à l'école polytechnique de Lausanne, l'un des meilleurs centres de recherche d'Europe. Aujourd'hui, Silke va troquer son vieux fauteuil roulant pour une drôle de machine. Un prototype dernier cri, un exosquelette. On va commencer par un entraînement classique. On va te mettre debout dans l'exosquelette. Oui. Et ensuite, tu vas faire quelques pas avec les béquilles, Oui. mais avec le support. Ouais. Il a suffi d'une dizaine de séances pour que Silke commence à s'entendre avec la machine. 3, on se lève. 2, 3. Ce sont les petits moteurs électriques de l'exosquelette qui déplacent ses jambes paralysées. Ils sont pilotés par Romain, l'informaticien de l'équipe. Pour l'instant, les pas sont déclenchés manuellement, donc j'ai juste un bouton. Quand je vois que Silke est en équilibre, c'est-à-dire que ses deux pieds touchent le sol et ses deux béquilles, alors je peux lancer le pas suivant. C'est-à-dire si on déclenche un pas trop tôt, on pourrait simplement chuter. Atterrissage. D'ici quelques séances, Silke pilotera elle-même l'exosquelette grâce à un joystick sur lequel ses ingénieurs travaillent. Tu veux prendre plus en arrière? Remarcher, le rêve de Silke pourrait un jour devenir réalité. C'est quelque chose de très fort pour moi. De voir mes jambes qui font ce pourquoi elles ont été faites, quoi. Marcher, bouger. Peut-être que je pourrais me trouver avec mes amis en position debout. Peut-être rentrer dans un magasin et faire mes courses en marchant comme tout le monde, réussir à atteindre les étagères. Ouais, c'est presque un miracle, quoi. Les progrès de la robotique font naître d'immenses espoirs. Mais concevoir un exosquelette est plus compliqué qu'il n'y paraît. Peut-être même plus compliqué que de fabriquer un robot. La vraie difficulté, c'est pas l'exosquelette lui-même, c'est l'humain qui est dedans. Et normalement, comme robotique, ce qu'on fait, c'est que les robots sont conçus pour rejeter les perturbations.
En l'occurrence, qu'est-ce qui les perturbe? C'est l'humain qui est dedans. Et ça, c'est inacceptable de rejeter l'humain qu'on essaie d'assister. Ce qu'on doit créer, en fait, c'est une symbiose entre l'humain et le robot. L'homme et la machine peuvent-ils vraiment ne faire qu'un? Silk peut-elle faire corps avec son exosquelette? Pour la première fois, elle va tenter de marcher sans harnais. Ok, là je me tiens. Vous pouvez enlever vos bras, les mettre à distance. Très bien, Romain, je suis prête. Le plus dur au début, c'est de trouver l'équilibre. Une dizaine de pas, c'est déjà pour Silk un authentique exploit. Les ingénieurs de Lausanne ont gagné leur pari. J'ai déjà un peu des ailes comme ça. Tu vois? Mais bon, après, je me retrouve comme ça. Quand on a un exosquelette, il faut s'approprier cette partie en l'intégrant à notre corps physique, comme si mon corps physique était l'ensemble de ma chair et de ce robot, comme si on faisait un. Il ne faut pas mélanger le vivant et la machine et le robot, mais en même temps, c'est quand même formidable quand on peut s'approprier ces robots pour qu'ils nous aident, pour qu'ils prennent la place d'une partie de notre corps. Là, je me mets dans la sensation que mon corps il s'est élargi. Le lendemain, débriefing. L'équipe est au complet pour analyser la séance de la veille. Concevoir un exosquelette, c'est tout comprendre de la marche humaine. Mais c'est aussi accepter de ne pas la reproduire parfaitement. Même la meilleure des machines n'égale pas encore l'homme. Quand on va beaucoup plus vite, là, même quand la jambe est en l'air, on n'arrive pas à suivre parfaitement le mouvement qu'on voulait. Donc les pas ont la bonne longueur, mais on fait des mouvements beaucoup trop grands au niveau de la hanche et du genou. Ça faisait une marche un peu exagérée, je pense que le pied monte beaucoup trop haut. C'est aussi plus fatigant, ça demande plus d'énergie aussi. Nous, sur notre exosquelette, on ne peut pas reproduire complètement la marche humaine. Il faut plus la penser comme une marche à 4 pattes, parce que l'équilibre n'est pas uniquement géré par les jambes, c'est vraiment géré par les 4 pattes. Donc les 2 jambes et les 2 bras avec les béquilles. Un exosquelette sans béquille, ces chercheurs en rêvent tous. Mais pour y arriver, il faut défier les lois de la mécanique. Une chute arrive très rapidement, donc il faut des moteurs qui sont capables d'accélérer extrêmement vite, d'aller vite, afin de pouvoir stabiliser la personne et éviter qu'elle tombe. Nous, on va avoir à la fois beaucoup de force et à la fois accélérer vite. Ce qui veut dire, c'est comme si on voulait avoir autant de force que la première vitesse d'une voiture, tout en allant aussi vite que la 5e. Là, on arrive, on va dire, aux limites de la mécanique et des moteurs, en fait. Le grand défi, c'est de rendre la machine sensible, capable de ressentir ce que les jambes du patient ne perçoivent plus. Plus le robot sera sensible, plus il pourra assister l'homme. L'exosquelette va bientôt changer la vie de millions d'handicapés. Il existe déjà plus d'une dizaine de modèles différents qui servent à rééduquer des patients accidentés. Demain, ils rentreront dans nos maisons de retraite pour soutenir les personnes âgées. Les personnes valides auront peut-être aussi le leur. Un exosquelette de loisir pour partir marcher le week-end plus longtemps, plus loin, plus vite. Nous sommes au salon InnoRobot, la vitrine des dernières tendances de la robotique. I am a machine. L'exosquelette pour tous, le voici. Un robot qui nous rend plus forts, plus performants. Donc là, on est sur un exosquelette
dont le but est de soulager le port de charge d'une personne, et on va pouvoir soulager jusqu'à 25 kg. C'est le système qui va ramener la charge sur votre bassin, sur vos jambes, et vous ne le ressentez plus dans les bras. Après l'homme réparé, voici l'homme augmenté. Voilà. La tâche, c'est de pouvoir pousser et tirer des charges lourdes, jusqu'à 50 kg. Là, mon collègue, globalement, il donne qu'un dixième de la force nécessaire pour faire le travail. Aux États-Unis, les industriels ont déjà bien compris le profit à en tirer. Voici la pub d'un fabricant d'exosquelettes. Il met en scène 2 ouvriers pour une même tâche. Nettoyer une dalle de béton au marteau-piqueur. Le premier, à gauche, travaille avec son équipement habituel. Le second, à droite, est assisté d'un exosquelette. Moins fatigué, plus rapide, voici pour les industriels l'ouvrier idéal, dur à la tâche. L'exosquelette qui permet de porter de lourdes charges à des manutentionnaires, c'est évidemment un gain de confort. Maintenant, si c'est le moyen d'imposer aux agents de l'entreprise d'être toujours à la limite de leur efficacité, d'être toujours à l'extrême de leur efficacité, on risque évidemment une instrumentalisation des humains qui est considérable. Cette instrumentalisation des humains, on la voit de manière très très générale maintenant dans nos sociétés, où nous sommes de plus en plus assujettis aux machines. Un humain plus rapide et plus puissant, il n'y a pas que les industriels qui s'emballent. Toutes les armées du monde rêvent d'avoir dans leur rang un soldat aux performances décuplées. Du champ de bataille au retour au foyer, nous construisons un monde où la science-fiction devient science tout court. Combinez innovation et corps humain et vous obtenez des capacités sans limite. Une ère nouvelle est arrivée. This is Revision. L'homme est déjà en soi une machine de très haute précision. Pour l'améliorer, la science a commencé par réparer son enveloppe corporelle, le châssis. Mais ce n'est qu'un début. Nos membres pourraient devenir remplaçables comme n'importe quelle pièce détachée. Il y a 15 ans, Nicolas a été amputé du bras droit à la suite d'un accident du travail. Depuis, il vit avec un membre artificiel. Ce jeune Breton est à la recherche d'une prothèse plus performante. Il est à Vienne pour un rendez-vous chez Autobock, l'un des premiers fabricants européens de membres bioniques. Allô. Bonjour. Guten Tag. Le démonstrateur, Martin, a lui aussi une main artificielle. Mais un modèle dernier cri, à 55 000 €. Beaucoup plus sophistiqué. Alors, si tu compares la mienne, quand tu ouvres et fermes la main, toi, tu n'as qu'une seule possibilité pour saisir quelque chose. Toi, c'est juste cette position-là. Alors que moi, je peux en plus passer à un autre mode pour rapprocher mon pouce. et tu peux prendre quelque chose entre tes doigts? Oui. Je peux saisir des objets plats, comme des billets de banque, des feuilles de papier, des journaux. Je peux déconnecter le système. Là, c'est le même système. Les moteurs sont dans la zone du pouce, pour prendre le moins de place possible. Et ce moteur, tu peux voir, il bouge juste le pouce. C'est beau. C'est de l'art, de la science-fiction. Voici comment fonctionne cette
prothèse bionique. Des capteurs, posés sur le bras amputé, enregistrent les contractions musculaires générées par le patient pour déclencher le mouvement désiré. Ces informations, des microsignaux électriques, sont envoyées en temps réel au moteur de la main qui actionne les doigts et le poignet. Avec sa vieille prothèse, Nicolas ne peut faire que des mouvements très sommaires. Les nouvelles mains bioniques sont plus proches de la main humaine. Imagine que tu ouvres ta main. Là, tu vois qu'il y a une activité musculaire. À chaque ligne correspond un signal musculaire. Bon, comme tu vois, c'est déjà relié à la prothèse. Maintenant, tu peux faire la rotation. La main tourne. Essaie de l'autre côté. La main tourne aussi. Maintenant, il n'y a plus à choisir de mode pour faire les mouvements. Il suffit d'ouvrir, de fermer ou de tourner la main. C'est quoi ton impression? C'est comme si j'avais 2 fois plus de choix. Oui, c'est bien ça. Petit à petit, on va récupérer plus de mouvements et plus de contrôle. La main de tes rêves, toi, ce serait quoi? C'est une main qui va dans l'eau déjà. Elle aurait effectivement la peau qui pourrait être à la température du corps. Elle aurait des petits capteurs ici qui me permettraient de savoir quand je touche ce que je touche. La prothèse de ses rêves, elle s'élabore à quelques kilomètres de là, à l'hôpital de Vienne. Oskar Assmann est une sommité mondiale de la chirurgie réparatrice. Il équipe depuis 8 ans ses patients de mains bioniques. Il veut désormais leur redonner le sens du toucher. Si une petite mouche se pose sur le bout de mon doigt, je la sens. C'est un dixième de gramme. Mais je peux aussi mettre beaucoup de pression sur le doigt. Et ça, je le sens aussi. Parce que nous avons dans notre corps une gamme étendue de capteurs. Des capteurs que nous ne sommes pas capables d'imiter avec la technologie contemporaine. Alors on a une idée qu'on a déjà appliquée à 3 de nos patients. On a implanté des capteurs dans les muscles. Nous pouvons donc capter les signaux de manière très précise. Par exemple, on peut capter 24 signaux juste dans cet espace-là. Ça, c'est la technologie de pointe des laboratoires de recherche. Mais grâce à Internet et aux outils numériques, ce savoir-faire se diffuse. La science avance dans des lieux où on ne l'attendait pas. À Bordeaux, Nicolas Huchet travaille à imiter ce que les chercheurs autrichiens fabriquent, en plus simple et beaucoup moins cher. Nicolas n'a aucune formation scientifique. Il développe pourtant depuis plus d'1 an une main bionique low cost, à moins de 600 € grâce aux imprimantes 3D. Aujourd'hui, il participe à ce qu'on appelle un hackathon. Donc l'objectif du hackathon, c'est en 48 heures de réaliser des prototypes qu'on pourra tester. Voilà. Autour de Nicolas, une bande de copains geeks va relever le défi bénévolement. J'aimerais pouvoir faire 4 mouvements, n'importe lesquels, je m'en fiche. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir contrôler la vitesse. Ouais, je vais pouvoir prendre un objet et doser, quoi. Sans l'écraser. Je vais pouvoir faire vite ou pas vite. Par exemple, prendre un œuf et ne pas le casser. Voilà, ça c'est un capteur de pression qui coûte 1 €. Ce capteur, on va le mettre là, sur ce doigt. On va prendre les fils et on va les brancher dans la petite carte. Et quand je vais saisir un œuf, eh bien, le capteur de pression, il va donner une information à la carte. Et cette carte, elle va dire au vibreur de vibrer, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois l'autoréparation, ouais. C'est comme quand ta voiture elle est en panne et que tu achètes les pièces et que tu la répares. Là, tu as ton corps qui est cassé et tu achètes les pièces et tu les assembles pour te réparer. Le compte à rebours commence. « 48 heures plus tard, les fondus d'électronique ont bien travaillé. Nicolas est bluffé. Et en fait, plus tu serres et plus ça appuie, quoi. C'est trop bien. En fait, t'as un capteur de pression dans le pouce. Hein. Ouais. C'est ça qui envoie le retour. Ouais. Ah, je vais serrer à la main, tiens.
C'est cool ça, je sais que je te serre la main en fait. Tu gères vraiment la pression du truc quoi. Ça c'est nouveau. Hein. Ah bah oui, oui. Dans les 10 prochaines années, il y aura des mains bioniques qui auront des capteurs partout sur la main et un système de contrôle qui permettra de bouger tous les doigts et toutes les phalanges indépendamment. Avec ça, vous pourrez l'utiliser presque comme une main humaine. Cette main n'est encore qu'un prototype. Mais lorsque Nicolas mettra les plans sur Internet, en accès gratuit, tout le monde pourra l'améliorer. Cette démarche collaborative fait baisser le coût de l'innovation et surtout, elle l'accélère. La technologie, elle est accessible à n'importe qui. Il suffit d'aller sur le site Internet et avec 600 €, effectivement, vous avez les moteurs, une carte électronique, les pièces déjà imprimées et vous recevez un petit carton chez vous et vous montez tout ça ensemble. Vous mettez des petits fils dans les doigts que vous reliez au moteur et puis ensuite vous avez un tutoriel qui vous explique comment faire fonctionner tout ça. Quand un membre a disparu, on le remplace. Et quand il est déficient, on peut maintenant s'en séparer comme une simple pièce détachée. Il y a 5 ans, Alexandre a subi un grave accident de moto qui a sectionné les nerfs de son épaule droite. Son bras est complètement paralysé, un membre inerte qui le fait souffrir en permanence. Et puisque la médecine ne peut pas redonner vie à son bras, il est prêt à s'en débarrasser, quitte à devenir un cyborg. Ce serait cool d'avoir une main comme ça. Quand je vois tout ce qu'on peut faire avec cette prothèse, faire ses lacets par exemple, moi ça je ne peux pas. Alors qu'avec cette prothèse, ce serait possible. Je me pose la question tous les jours si je dois le faire ou non, si ma main va me manquer, si un jour je vais le regretter. Homme ou cyborg, c'est à l'hôpital de Vienne que l'avenir d'Alexandre se joue. Si le professeur Assmann décide de l'opérer, Alexandre fera partie d'un cercle très fermé. Moins de 20 patients dans le monde ont été réparés par ce chirurgien 3.0. Pour le professeur, le problème n'est pas l'amputation, mais la paralysie du bras. Il n'y a plus assez de muscles en activité où poser les électrodes de la prothèse, donc plus de signal électrique à capter. Il faut donc reconstruire dans le haut du bras tout un réseau de nerfs. On va chercher des muscles soit dans les jambes, soit dans la région du moignon. Et puis on reconnecte les nerfs à ces muscles. Il peut y avoir 3 nerfs ou 9 nerfs. Ces nerfs sont reconnectés aux muscles et on attend 6 mois environ. Et alors, les muscles se régénèrent et ils peuvent se contracter à nouveau. Et quand le patient réfléchit au mouvement, comme fléchir son bras ou bouger sa main, et bien d'un coup, il y a un mouvement. Ce serait bien d'amputer à ce niveau-là. Il resterait un peu du bras en dessous du t-shirt. La communauté médicale est divisée. Pour certains, le professeur Assmann est un pionnier, un visionnaire. Pour d'autres, c'est un apprenti sorcier. Nous avons beaucoup discuté de ce problème entre nous. Peut-on retirer une main ou un bras pour le remplacer par un membre bionique sans que ce soit un problème éthique ? Et nous avons répondu oui, parce que nous ne blessons pas le patient. Nous ne diminuons pas sa qualité de vie, au contraire, nous l'améliorons. Aujourd'hui, un humain, s'il est lourdement handicapé, peut choisir de devenir cyborg. Et demain, remplacerons-nous un membre parfaitement valide pour être plus performant? C'est ce que prétend Hugh Herr, un chercheur mondialement reconnu du laboratoire américain MIT. Amputé des 2 jambes après un accident d'escalade, il commercialise des prothèses high-tech qu'il conçoit lui-même. Hugh Herr est un technoprophète. Il annonce l'avènement de l'homme augmenté.
Je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, comme jouer au tennis. Être bionique signifie faire l'expérience de l'incorporation technologique. Ce ne sont pas des outils comme le serait un marteau, ce sont des parties de mon corps. Ils ont élargi mon identité, mon moi. Je prédis qu'un jour dans ce siècle, les performances en saut en hauteur et en course seront meilleures aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques. Une nouvelle ère se profile. Une ère où l'on ne pourra pas faire la différence entre le technologique et le biologique. Entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. L'humain augmenté, il est né de l'humain handicapé. Au fond, en mécanique automobile, il en est à peu près de même. Donc j'ai une voiture qui est en panne, j'enlève la pièce déficiente et au lieu de remettre la même pièce, je vais mettre une pièce qui sera boostée et qui permettra à ma voiture de connaître une performance supplémentaire. Eh bien, les humains sont en voie de faire ce raisonnement. Et c'est une idée qui devient préoccupante. Parce que, pourquoi augmenter? Pourquoi augmenter? Parce qu'on veut que l'humain soit performant. Pourquoi faut-il qu'il soit performant? Parce qu'on est dans une société concurrentielle, où il faut être le meilleur, il faut être le plus rapide, il faut être le plus performant à tous égards. Je joue au piano 1 million de fois mieux qu'avant. J'y prends plus de plaisir et on me connaît grâce à ça, grâce à mon augmentation. Prendre des photos avec mon œil, tout le monde peut voir ce que moi je vois. Je veux faire partie de l'élite. Dans cette bande-annonce pour un jeu vidéo, l'humain augmenté est une réalité. Elle met en scène un futur transhumaniste, une société de cyborgs qui utilise toutes les technologies disponibles pour bâtir un homme idéal. La technologie progresse à un rythme phénoménal. Des yeux artificiels aux membres cyborgs. C'est la promesse d'un futur meilleur. Nous pouvons maintenant nous libérer de n'importe quelle contrainte. Force, puissance, vitesse. Cet avenir est-il crédible? Est-ce vraiment le monde qui nous attend? Dans une société consumériste comme la nôtre, où on a un système de consommation et de production orienté sur le bien-être individuel en particulier, on voit qu'on met la barre toujours plus haut. Petit à petit, finalement, le transhumanisme et la cyborgisation de l'humain, appelons-la comme ça, ce sont les conséquences logiques de notre système de santé actuel. Le cyborg, ou l'humain du futur, bardé de technologies. Des technologies qui, pour mieux le réparer, plongent désormais au cœur de la machine humaine. Nous sommes dans la banlieue de Bordeaux, au laboratoire Poietis. En grec, cela veut dire « celui qui crée ». Comme Fabien Guillemot. C'est un créateur de peau humaine. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est des échantillons qui font à peu près un demi-centimètre-carré. C'est le résultat de l'impression après 3 semaines, avec une épaisseur de quelques centaines de microns, et c'est de la peau. Sauf que, voilà, effectivement, là, il n'y a pas l'épiderme, mais c'est effectivement de la peau. Pour fabriquer de la peau, il faut d'abord de l'encre. De l'encre biologique, créée à partir de cellules humaines. Cette encre est ensuite déposée sur un ruban de verre que vient traverser le faisceau laser de l'imprimante. Le rayon arrache des micro-gouttelettes qui se déposent selon un schéma rigoureusement défini à l'avance, en couches successives. Les cellules vont ensuite créer des liens entre elles, s'étendre pour former du tissu vivant. Bientôt, ce tissu servira à l'industrie cosmétique pour tester ses crèmes dermatologiques. Et dans quelques années, l'humain pourrait bien réussir à reconstituer sa peau, voire réparer ses os à partir de ses propres cellules. Ce prélèvement de cellules sur le patient pourrait se faire en amont, quelques jours ou quelques semaines avant l'intervention.
Et ainsi, on aurait le temps de produire les tissus qui seraient ensuite greffés sur le patient. Il y a un autre scénario, c'est de devenir directement imprimé sur le patient et faire en sorte qu'après impression sur le patient, la maturation se fasse directement dans l'organisme. La bioimpression 3D soulève d'immenses espoirs. Certains rêvent déjà de réparer des organes entiers. C'est en Californie qu'est installé le leader mondial de ce marché en pleine expansion. Organovo, une entreprise cotée depuis peu en bourse. Leurs chercheurs commercialisent déjà du tissu de foie. Et pour eux, il n'y a pas de limite. À long terme, bien sûr, ce qu'on veut, c'est fabriquer des reins, un foie à partir des propres cellules du patient. Produire des tissus à la demande, c'est le but ultime de notre entreprise. Imprimer des organes aussi complexes, et pourquoi pas un cœur? Pour les chercheurs, c'est encore un fantasme. En revanche, la bioimpression 3D pourrait bientôt permettre d'augmenter l'humain. La fabrication de tissus plus performants, qui reviendrait au final à faire du dopage organique, c'est-à-dire avoir des muscles plus puissants, des articulations plus résistantes, etc. Les limites qui devront être données à ces technologies devront être données par les sociétés dans leur ensemble, par des philosophes, par des intellectuels, des politiques, des représentants des populations. Ce n'est pas à nous, technologues, de fixer les limites. Quand on parle avec les chercheurs dans les laboratoires, ils se disent tous, et je crois en toute bonne foi, convaincus de ne pas travailler pour l'humain augmenté, mais de travailler seulement pour l'humain réparé. Et en revoyant 5 ou 6 ans plus tard les mêmes chercheurs, je me rends compte qu'ils sont toujours persuadés qu'ils travaillent pour du thérapeutique, mais qu'ils font des technologies qu'ils auraient qualifiées d'augmentation 5 ans plus tôt. Parce que ce glissement est à l'œuvre et que nous en sommes tous partie prenante. Les nouvelles technologies nous obligent à réviser notre conception de l'homme. Elles rendent possible ce qui était hier du domaine de la science-fiction en pénétrant au cœur même de notre corps, là où fusionnent la pensée et l'action. C'est à l'école polytechnique de Lausanne que s'écrit ce futur. À 42 ans, Grégoire Courtine redonne espoir aux paraplégiques du monde entier. L'an dernier, ce neuroscientifique français a réalisé l'impossible, faire remarcher des rats paralysés. La lésion est là, donc le cerveau ne peut plus parler avec la moelle épinière. Donc nous, on stimule électrochimiquement de sorte à réactiver ces circuits. Vous voyez, là elle marche, on éteint la stimulation électrique, la moelle épinière n'est plus fonctionnelle, elle s'éteint. Hop, je rallume et directement elle remarche. C'est vraiment un effet on-off. Le secret de Grégoire Courtine, le voici. Ce sont des électrodes placées sur la moelle épinière du rat, juste en dessous de la lésion. Elles vont d'abord envoyer un cocktail de médicaments, puis des microstimulations électriques. Le tout va réveiller la moelle épinière. Elle est alors de nouveau capable de recevoir et d'interpréter les signaux que lui envoient le cerveau et les jambes. Mais pour que l'animal remarche tout seul, il faut encore reconnecter les fibres nerveuses autour de la lésion. Pour y arriver, le rat va devoir s'entraîner pendant des mois, soutenu par un harnais robotisé. Alors, au bout de quelques semaines, on voit les premiers pas. Alors, c'est dur au début. On voit sur la tête de l'animal, un pas, 2 pas, etc. On a l'impression presque qu'elle tombe vers l'avant, à la limite. Et puis, petit à petit, la marche s'améliore. Elle est de plus en plus coordonnée. On diminue de plus en plus la stimulation pour qu'elle travaille de plus en plus, que la plasticité, c'est-à-dire le remodelage des connexions nerveuses, se mette en place, de sorte que
il y a assez de réparation de la moelle épinière pour que l'animal arrive à utiliser ses membres sans stimulation électrochimique, même sans assistance robotique. Avant d'appliquer ces découvertes à l'homme, Grégoire Courtine doit les tester sur le singe. Pour augmenter ses performances, les chercheurs le stimulent uniquement au moment où il décide de fléchir la patte ou de la lancer. Problème, comment savoir ce que le primate a dans la tête? La réponse, ils sont allés la chercher dans son cerveau. On a implanté des électrodes, 96 électrodes, dans la région du cortex qui contrôle normalement les jambes. Donc on enregistre des neurones. Vous imaginez une centaine de neurones qu'on enregistre comme ça. Et on a un algorithme qui décode la pensée du singe. Et l'ordinateur envoie l'information au stimulateur pour que la stimulation reproduise exactement l'intention motrice de l'animal. C'est-à-dire qu'il veut faire une flexion, eh ben on stimule pour qu'il y ait une flexion. Il veut faire une extension, on stimule pour qu'il y ait une extension. Et ainsi de suite. De sorte que, alors qu'il n'y a plus de communication physique entre le cerveau et la moelle épinière, ce pont permet au cerveau de contrôler directement la stimulation et directement, dès qu'on l'allume, hop, l'animal retrouve cette marche coordonnée, extension, flexion, alors que la patte était paralysée. Vous pouvez imaginer maintenant des patients en fauteuil roulant qui, peut-être dans 10 ans, auront ces systèmes complètement implantés, sans fil, qui envoient leurs informations corticales vers, par exemple, un système de contrôle sur votre iPhone. Lire directement la pensée dans le cerveau pour réparer le corps. Ce rêve de la science moderne, d'autres chercheurs l'appliquent déjà à l'homme. Au Feinstein Institute, dans la banlieue de New York, Chad Button et son équipe ont réussi en mars 2016 une première mondiale. Permettre à un humain totalement paralysé d'utiliser à nouveau son bras. Pour y arriver, ils ont d'abord greffé une minuscule puce électronique dans le crâne d'un jeune patient paralysé des 4 membres depuis 6 ans. Cette puce transmet les pensées du patient à un ordinateur qui les décode, puis les envoie à des bracelets qui stimulent électriquement les muscles du bras. Cela paraît simple, mais il a fallu capter chaque pensée motrice, puis les déchiffrer une par une. Au début, nous avons rencontré un problème imprévu. Le patient saisissait l'objet et dès qu'il le déplaçait, il le laissait tomber une dizaine de centimètres plus loin. Nous avons découvert qu'il y avait un changement d'activité cérébrale, parce que non seulement le patient essayait de retrouver un mouvement de main, mais aussi un mouvement résiduel de son épaule, et qu'il essayait de penser à plusieurs mouvements en même temps. Nous avons donc dû nous remettre au travail et concevoir un logiciel plus puissant, capable de comprendre toutes ces modulations d'activité cérébrale. Pour appliquer cette technologie dans la vie réelle, il faut que nous diminuions la taille des dispositifs. Là, c'est trop important, il prend toute la place sur un bureau dans un laboratoire. Donc, on doit réduire cette taille. L'idée est aussi de rendre le système moins invasif, c'est-à-dire de trouver une technologie portable, pourquoi pas intégrée aux vêtements. Ça, ce sera envisageable dans le futur. La science n'hésite plus à pénétrer au cœur du cerveau pour relancer la machine humaine. Le corps, mais aussi l'esprit. À l'hôpital central de Grenoble, Nathalie vient aujourd'hui consulter son psychiatre. Une visite de routine, car depuis 7 ans, Nathalie va beaucoup mieux. Depuis que dans son cerveau, une électrode a fait disparaître ses TOC, ses troubles obsessionnels compulsifs. Vous n'êtes plus tenté de réaliser de vérification de certaines actions ou pas? Pas du tout, non. Je me sens toujours bien, pas de problème de TOC, pas de pensée obsédante. J'ai retrouvé mes facultés et ma santé mentale et psychique. Vous étiez tellement prise par ces rituels que ça avait duré environ 36 heures sans interruption. Vous n'avez pas pu dormir la nuit parce que vous étiez prise par ces rituels.
plus de 24 heures debout devant un matelas avant de pouvoir m'y allonger, oui, parce qu'il fallait que je passais même des nuits blanches sur une chaise à me dire, allez, tu vas te lever pour faire autre chose. Je tournais en rond dans la cuisine. Ah oui, j'étais complètement habitée. Hein. J'étais pas moi-même, hein, d'ailleurs. Hein. Je voulais vous proposer justement de vous mémorer ce qui se passait à l'époque. Enfin, il faut que je fasse 6 fois le truc pour pouvoir le poser d'un coup. Je veux pas mon chocolat, parce que ce soir je mange pas par le Tout était en tension hein, chez moi. Tout était, oh mon Dieu, j'étais une souffrance. Vous diriez que vous avez été amélioré, si vous avez à estimer, je sais pas, en pourcentage par rapport à la période avant la chirurgie, vous diriez que c'est... 99%, hein, 0,9 quoi. C'est vrai, c'est vraiment... ah oui. D'accord. Pour expliquer cette réussite, il faut plonger dans le cerveau, dans ce qu'on appelle le noyau sous-thalamique. C'est là que les médecins ont implanté une électrode, reliée par un fil à une pile insérée sous la peau. Cette électrode va envoyer aux neurones responsables du TOC un micro-courant électrique. Une perturbation qui va brouiller leur activité et bloquer le dysfonctionnement. On appelle cela la stimulation cérébrale profonde. Pour Nathalie, cet implant dans son cerveau, c'est mieux qu'un médicament. Car cette électrode, elle n'y pense même plus. Prendre des médicaments me ferait ressentir, indiquerait que je suis toujours malade. Alors que là, je ne prends pas, j'en prends moins. Bien sûr, je me sens plus saine. Je vais me permettre de vérifier comment va votre stimulateur. Je mesure quelques paramètres. Dans l'avenir, les scientifiques aimeraient pouvoir contrôler l'électrode à distance pour stimuler le cerveau uniquement quand la pensée obsédante survient. Mais pour cela, il faudrait savoir la repérer. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de capter une intention motrice. Une des difficultés, c'est de bien faire le tri entre les différents signaux qu'on peut enregistrer. Et il y a beaucoup de signaux qui peuvent être en lien avec certaines séquences comportementales saines et d'autres symptômes qui sont liés à la maladie. Ces implants dans notre cerveau permettent aussi de traiter la dépression profonde. Mais s'ils peuvent soigner nos troubles mentaux, ne pourraient-ils pas aussi, un jour, influencer notre comportement? Les prothèses que nous fabriquons sont des prothèses qui vont devenir de plus en plus intrusives, de plus en plus invasives. Le dévoiement possible de ces technologies-là, c'est qu'elles pourraient réguler et prescrire les humeurs des individus. Un exemple, votre enfant était agité, il est maintenant hyperactif. Quelque chose est devenu pathologique. Il était anodin, il est devenu pathologique. Les implants intracérébraux risquent de connaître ce dévoiement et au lieu de soigner, eh bien, permettront de prescrire des comportements et des comportements qui déposséderont l'individu de son libre arbitre. Les implants vont-ils s'immiscer dans notre corps, se multiplier? Sont-ils l'avenir de l'homme 3.0? Ce scénario, c'est exactement celui de Chad Button. Pour lui, les puces électroniques vont tout simplement remplacer les médicaments. Une nouvelle discipline est en train de naître, la médecine bioélectronique. Maladies dégénératives, troubles cardiovasculaires, diabète, même le cancer pourrait être vaincu. La cible des chercheurs, cette fois, ce sont les nerfs qui relient le cerveau vers le reste du corps humain. Ils ont découvert qu'une stimulation électrique de certains nerfs à un endroit précis pouvait activer ou éteindre le système immunitaire localement et pendant une durée donnée. En clair, l'implant fait mieux qu'un médicament sans avoir d'effets secondaires. Mais pour y arriver, il faut comprendre comment chaque fibre communique avec une autre. Une cartographie des nerfs au millième de millimètre près.
Hey, how are you? Good, good. Ça, ce sont des signaux de neurones, quand le neurone s'active. Ici, par exemple, en rouge, cela vient des battements du cœur. Ce sont les signaux de l'électrocardiogramme. Ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre le langage de ces signaux, la langue des neurones, si vous voulez. Dans le futur, on peut envisager des implants qui parleront ensemble. Et si on développe une technologie sans fil, on pourra recevoir des informations provenant de ces implants. On pourrait aussi mettre en place une ordonnance électronique que l'on pourrait envoyer vers ces implants. Des ordonnances électroniques. Vous ne rêvez pas. Les composants sont déjà quasiment prêts. Et pour ces chercheurs, aucune avancée n'est à bout. Un jour, ces nanotechnologies rendront l'homme plus performant. Voici un implant avec toutes ces bandelettes qui s'enroulent autour du nerf. On développe des nouvelles technologies pour rendre ces implants plus petits et plus souples, afin de pouvoir les placer n'importe où, même dans le cerveau. Dans le futur, il sera peut-être possible d'utiliser ce type de technologie dans le cerveau pour améliorer nos fonctions cognitives, en un mot, nous rendre plus intelligents. Et peut-être même augmenter notre mémoire. Ou peut-être nous permettre de naviguer sur Internet juste par la pensée. Au fond, le vieux thème de science-fiction qui consistait à dire que finalement, ce qui va sauver l'humain, c'est qu'il va fusionner avec les machines, on y assiste aujourd'hui. On y assiste. Le degré d'acceptabilité de l'augmentation de l'humain va croître de plus en plus. Parce que si dans une entreprise, il y a 3 personnes qui sont augmentées, il est évident, si elles sont particulièrement efficaces, réactives, etc., il est évident qu'elles vont constituer des modèles pour les autres. Hein, et le non augmenté, il ne va pas résister longtemps. L'espèce humaine se trouve en situation de danger à partir du moment où elle consent à des technologies qui la déposséderaient des attributs mêmes de l'espèce humaine. C'est ça qui est sans doute le plus pernicieux, le plus nocif. Réparer notre corps, le modifier, l'augmenter. Jusqu'où peut-on soigner l'homme sans le dénaturer? Avant même d'avoir répondu à la question, la science s'attaque à l'ultime frontière. L'université de Berkeley est l'une des toutes meilleures facultés au monde. C'est ici qu'a été découvert en 2012 un outil révolutionnaire qui peut changer la nature même de l'homme. Une molécule au nom barbare, CRISPR-Cas9, mise au point par 2 généticiennes. À droite, une Française, Emmanuelle Charpentier. À gauche, la Californienne, Jennifer Doudna. Cette molécule, fabriquée en laboratoire, fait du copier-coller génétique. Elle découpe et remplace n'importe quel brin d'ADN, donc n'importe quel gène, avec une précision jamais atteinte. Il suffit de l'injecter dans la cellule ciblée pour qu'elle modifie son ADN en moins d'1 minute. Cancer, sida, mucoviscidose. Maladie génétique ou pas, CRISPR-Cas9 fait naître un immense espoir dans la communauté scientifique. Ross Wilson connaît parfaitement cet outil. Il y a encore 6 mois, ce jeune chercheur l'étudiait dans le laboratoire de Jennifer Doudna. Ross Wilson parle sans tabou. CRISPR-Cas9 annonce la naissance de l'humain génétiquement modifié. CRISPR-Cas9 pourrait être utilisé comme un outil de prévention dans de nombreux cas. En ce moment, par exemple, on teste l'hypothèse selon laquelle on pourrait créer un humain immunisé contre le sida en changeant ses gènes.
Dans le futur, il y aura donc probablement des modifications de gènes qui prendront la forme de vaccination. Modifier notre ADN pour nous soigner. Ross Wilson cherche un vaccin génétique pour supprimer le diabète. Il fabrique donc chaque jour, avec sa propre équipe, du CRISPR-Cas9 à la chaîne. Pour fabriquer CRISPR-Cas9, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un petit échantillon d'ADN qui contient le gène et le mettre dans des cellules de bactéries. Ensuite, vous les mélangez, vous les chauffez brièvement et vous les placez dans une boîte comme celle-ci. Au bout d'une journée, vous obtenez des colonies de bactéries qui servent d'usine pour fabriquer autant de CRISPR-Cas9 que vous voulez. Avant, ces technologies demandaient beaucoup de travail, d'argent et de temps. Avec l'arrivée de CRISPR-Cas9, les scientifiques peuvent maintenant changer un gène en un claquement de doigts. Manipuler l'ADN de l'humain pour l'immuniser, c'est l'arme absolue contre la maladie. De là à l'augmenter génétiquement, il n'y a qu'un pas à franchir. Ce qu'il y a d'excitant avec CRISPR-Cas9 et en même temps de responsabilisant, c'est que cet outil permet d'influencer directement l'évolution de l'humain de manière inédite. Si on parvient à comprendre comment améliorer certains organes ou certaines fonctions d'un individu, comme l'intelligence, la taille ou le métabolisme, on aura tout ce qu'il faut pour réaliser cette amélioration, parce qu'on est maintenant capable de faire les modifications génétiques. Si CRISPR-Cas9 est utilisé pour modifier les gènes d'un embryon, ces changements passeront d'une génération à l'autre si cette personne a des enfants. Mais est-ce qu'on veut vraiment en arriver là? Cette question pourrait se poser bien plus vite que prévu. À quelques kilomètres plus au sud, un autre biologiste prépare la révolution génétique mondiale dans son garage. Josiah vend sur Internet des kits de manipulation génétique clés en main, 130 €. Ça, c'est CRISPR. On peut faire des trucs cool avec. Aujourd'hui, ces kits servent uniquement à s'amuser ou s'instruire. Des manipulations très sommaires, comme rendre fluorescents les gènes d'une levure de bière. Mais le but de Josiah est ailleurs. Il veut préparer les citoyens au futur. Au jour où chacun pourra s'injecter du CRISPR-Cas9 dans son propre corps pour s'auto-réparer ou pour s'augmenter. Alors, avez-vous jamais eu envie de faire du CRISPR? Eh bien maintenant, vous pouvez. Avec ce kit, faites-le vous-même à la maison. On fournit au client tout ce qu'il lui faut. Les organismes vivants, l'ADN, c'est-à-dire CRISPR, on leur donne tous les outils. On va amener l'ingénierie génétique chez les gens, dans leur maison, comme avec les ordinateurs. Ça permettra aux gens de choisir leur vie, de choisir ce qu'ils veulent être, plutôt que de baser leur vie sur des événements du passé. Le patrimoine génétique de leurs parents, ce qui s'est passé quand leurs parents ont eu la relation sexuelle qui a abouti au bébé. Je ne vois pas ce qui pourra stopper les gens un jour de se modifier génétiquement. Je crois que c'est juste une histoire de temps. Faut-il s'inquiéter de cette révolution scientifique? L'homme restera-t-il humain une fois ses gènes modifiés? Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est pas telle ou telle partie de notre corps. C'est la manière dont ces différentes parties interagissent entre elles et interagissent entre elles dans l'histoire d'un sujet. Nous sommes humains parce que nous avons été élevés comme humains dans le regard d'autres humains. C'est dans la culture humaine de se transformer sans arrêt. Le problème de l'augmentation, c'est de savoir dans quel contexte on l'a fait. C'est-à-dire si c'est, par exemple, une augmentation pour tous, ou si c'est une caste supérieure, d'élus, de nommés, de je ne sais quoi, qui s'auto-attribue la capacité d'augmentation pour asservir, dominer les autres.
Augmenter l'homme, le rendre plus performant, plus productif, et pourquoi pas aussi plus sage et plus sensible. Un être humain amélioré, pour que la science n'accouche pas demain d'une humanité à 2 vitesses.